Marc-André, merci d'être là. Ben, merci à toi. Écoute, je suis vraiment content. J'ai fini ton livre en fin de semaine. J'avais vraiment hâte de lire ça. Là, c'est un sujet qui m'interpelle. Le hockey mis en échec. D'où t'es venu l'inspiration d'écrire ce livre-là? Parce que ton parcours, ça reste que c'est un parcours plus politique. Je pense que t'as quand même fait du sport toute ta vie, mais pourquoi écrire un livre sur le hockey? Ben effectivement, moi je suis un gars originaire du Lac-Saint-Jean, je viens de Roberval. Chez nous, il y a la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, 32 km à la nage sans arrêt. C'est vraiment ça qui a marqué mon enfance. J'en parle un peu dans mon livre. Là. Pour moi, l'année 1993 a été super importante. En juin, le Canadien remporte la Coupe Stanley. Puis tu sais, à l'époque, tu le sais, là, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de téléphone. Fait que c'était vraiment... puis j'avais 10 ans, fait que je pouvais pas écouter l'ensemble des matchs. Puis il y a 10 matchs sur 16 victoires qui se sont rendus en prolongation. Fait que c'est mes parents qui m'écrivaient les résultats, les scores sur mon bureau pour dès que je me lève le lendemain matin, je puisse voir les résultats. Et quelques semaines plus tard, il y a un Américain, Chad Underby, qui a remporté la traversée. Okay. Puis c'était vraiment là que j'ai dit, mais moi, je vais faire la traversée. Puis je nageais. Je jouais au hockey, mais je nageais pas. Fait que j'ai tout lâché. J'ai laissé le hockey parce que je me disais, ben si c'est mon rêve de traverser le lac, ben j'ai comme pas le choix un jour ou l'autre de m'y mettre. Fait que j'ai commencé à partir de ce moment-là à nager. Puis 10 ans plus tard, en 2003, j'ai réalisé la traversée pour la première fois. Mais vraiment, pour répondre à ta question, Yannick, c'est vraiment mon désir d'écrire ce livre-là est parti. Puis du constat des dernières années, ce qui s'est passé avec Hockey Canada, ce qu'on a vu, les histoires d'initiation dans le junior majeur, les parents qui pètent des coches, des entraîneurs qui commettent vraiment des comportements inacceptables. Puis je me suis dit, c'est peut-être le temps justement de faire le point. Puis c'est vrai que mon parcours n'est pas dans le hockey. Moi, je vis pas grâce au hockey. Moi, dans ma vie, là, je suis consultant, je travaille pour le cabinet de relations publiques nationales. Fait que je suis spécialisé en relations gouvernementales, en affaires publiques, en communication. Puis également, j'ai la chance d'avoir des tribunes dans les médias pour analyser, commenter, critiquer, chroniquer la politique dans les médias de québécois. Mais je me suis dit justement, je pense que de prendre une personne qui n'est pas de ce milieu-là, oui, qui a déjà joué un peu comme tout le monde, mais qui n'est pas de ce milieu-là, puis d'aller jaser avec les gens, je me disais, peut-être moi, j'ai pas d'idée préconçue envers notre sport national, envers le hockey. J'ai une expérience de base, mais pas, j'ai arrêté, j'avais 8, 9, 10 ans. Fait que j'ai pas d'idée préconçue. Puis, je trouvais ça important parce que je trouve que le hockey a une place importante dans notre société. Puis on n'a comme pas le choix, je pense, de s'assurer que le hockey puisse se relever au cours des prochaines années. Puis dans ton parcours, si on peut dire ça comme ça, avec le livre, tous les intervenants avec qui que tu as eu la chance de discuter, pour toi, là, Marc-André Leclerc, qu'est-ce qui en est sorti? C'est quoi qui est la chose que tu dis, que ce soit positif ou négatif, là, mais de toutes tes conversations, c'est quoi la chose pour toi qui en est ressortie? Ce que je me suis rendu compte, Yannick, c'est que clairement, notre lien, comme Québécois, avec le hockey sport national, il est mauvais. Et ça, c'est Jocelyn Thibault qui me le dit, puis je pense qu'il décrit bien Jocelyn, par rapport à toutes ces relations-là qu'on peut entretenir parce qu'on voit le hockey comme une façon d'améliorer son sort. Pour plusieurs personnes, que ce soit les jeunes ou même les parents, malheureusement, souvent, on voit plus souvent les parents. Ça, j'ai découvert ça également dans mes entrevues, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment ce potentiel-là d'améliorer son sort, de gagner sa vie avec le hockey, d'être reconnu par ses pairs. Tu sais, quand Jérôme Gravel, qui a joué dans le junior majeur, me dit, il dit, moi, je restais à Chambord, très jeune, j'ai déménagé peut-être à Alma, tu sais, c'est dans mon coin au Lac-Saint-Jean, qui peut être à 45 minutes, 50 minutes de là. À l'école, on était les kingpins. Très jeunes, les enseignants, les jeunes autour savaient qui était sur la liste du repêchage pour le niveau suivant. Tu sais, il y a toute une façon d'être glorifié par le fait que tu fais du sport, par le fait que tu es bon, surtout quand c'est le hockey, puis que tout le monde... Fait qu'il y a ce lien-là, et que je me suis rendu compte rapidement, en jasant avec les gens de Soccer Québec, que dans les autres sports, ou dans les autres pays, dans les autres peuples, où le soccer, par exemple, le sport national, malheureusement, le lien gamin est mauvais. T'sais. Parce qu'ici, un parent moyen québécois ne
plus ou moins de relations, moi qui ai joué, mais la majorité n'ont pas de relation avec le hockey, n'ont pas de lien avec le hockey. Fait que avec le soccer plutôt, fait que si leur enfant décide de pratiquer le soccer, ils n'ont pas tous ces référents-là pour donner des conseils ou pour dire, ben moi, je peux m'impliquer ou d'aller voir l'entraîneur, t'es pas correct. Tu sais, fait que, vu qu'on connaît moins. Mes gars, ils jouent pas au hockey. Okay. J'ai toujours été dans le hockey. Puis je dis souvent ça, tu sais, moi, mes garçons sont quand même sportifs, sont bons dans le sport. Mon plus jeune, écoute, c'est la première année, là, il joue comme, écoute, c'est les noms, là, je suis toujours pas familier parce que c'est pas mon monde bleu, D1, tout ça. Ça m'a frappé cette année parce que c'est comme un peu l'élite, si tu veux, de soccer au Québec, à son âge. Il fait partie de l'élite, tu sais. Fait que ça m'a comme un petit peu frappé parce que je suis pas habitué les termes, tout ça. Puis j'ai vu que, comme tu dis, c'est pas mon sport. J'ai jamais été vraiment impliqué. Il faisait ça, mais l'été, tu sais, c'est le soccer, là. Des fois, on est au lac Saint-Joseph, là. Laisse faire la pratique, là. On va profiter du lac à la place, tu sais. Fait que ça a jamais été un investissement de, let's go. Parce que, justement, le soccer, c'est juste pour le plaisir. C'est un sport qu'il aime, mais sans vraiment y mettre jamais de pression. Puis là, il joue dans le plus haut niveau. Mais je ressens toujours pas cet appel à tout faire. Mais l'exemple souvent que je donne, c'est même si mon gars, il est super bon, il fait partie de l'élite, clairement, à Québec, dans les meilleures équipes, des meilleurs joueurs. Donc, si on parle ensemble, je te dis, hey, je pense que mon gars va jouer dans FIFA un jour. Tu dirais, Yannick, t'exagères un peu, là, il y a 10 ans. Mais à l'inverse, au Québec, un gars qui va jouer, là, je sais plus si c'est du 2A, 3A, qui est combien de lettres qui sont rendues avec le hockey mineur, mais la même conversation avec un enfant de 10 ans, tu me dis, c'est sûr que là, si tu fais ça, mais... Fait que juste ça, je trouve que ça va exactement à ton point. Parce que tu as le référent. Exactement. Ce que tu décris là, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu t'es rendu compte, Marc-André, en faisant ces 20 entrevues-là pour écrire ton livre, c'est exactement ça. C'est que tu n'as pas de référent. Tu n'as pas de référent. Fait, tu peux pas aller te chicaner, testiner avec l'entraîneur de tes enfants. Là. Tu le sais pas. Là. Oui, tu connais ça. Il y a des buts. Il y en a un petit peu aussi des parents plus il y en a, mais majoritairement. Mais sauf que ça fait en sorte que dans ton groupe de parents qui est au hockey versus ton groupe de parents qui est au soccer, ben, tu as plus de parents du côté du hockey qui ont des référents, qui ont des techniques, qui ont joué. Toi, tu as joué à un haut niveau. Fait toi, tu sais, ça marche pas. Puis toi, tu connais ton parcours où tu t'es rendu. Parce que le jeune Québécois qui a joué au hockey, qui a un parcours positif, puis qui se rend dans les hauts niveaux, ben, il sait comment il s'est rendu. Tandis qu'un jeune qui, lui, mettons, il a essayé, puis ça n'a pas fonctionné, puis il est rendu parent, ben là, il sait où ça a échoué. Fait que là, il va essayer de dire que ses enfants ne passent pas par la même place. Fait que ce lien-là, cette référence-là, fait en sorte que, clairement, ça vient beaucoup influencer. Tout comme, je pense, des problèmes de gouvernance. Puis malheureusement, les parents viennent jouer un peu là-dedans parce que oui, tu as les parents dans les estrades, mais tu as les parents également qui s'impliquent. Et ça vient vraiment changer un peu la donne. Tu sais, quand Jocelyn Thibault a été nommé à Hockey Québec, ben rapidement, Jocelyn, ce qu'il s'est rendu compte, puis c'est une des raisons pour lesquelles, en février 2024, il a quitté son poste, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des partis d'opposition, là, comme en politique, là, de gens dans les régions, associations locales, régionales qui se rencontraient sans les gens d'Hockey Québec, sans lui, sans les autres, sans les gens d'Hockey Québec, qui ne voulaient pas prendre les orientations. Fait que, tu sais, quand tu décides de prendre un gars gentil, intelligent, brillant, qui connaît son hockey, puis tu dis cette personne-là va venir, entre guillemets, sauver notre sport, mais sur le terrain, les gens, parce qu'ils veulent sauver leur petit carré de sable, ne font pas, tu sais, sont pas prêts à embarquer dans le train, ben c'est problématique, là. Non, exact. Ça m'empêche pas de penser à un parallèle, puis on pourra peut-être en parler tantôt de par ta carrière en politique. C'est comme si c'était le deep state de hockey mineur. Ce qu'on voit pas, on pense que c'est Hockey Québec, mais dans le fond, il y a quelque chose qui se gouverne, qui est là, qui est pris là-dedans, puis qu'on sait pas de où ça vient, puis pourquoi. Comme tu t'en parles dans ton livre, je pense que je vais pas me souvenir, mais 150 millions, ou c'est quoi par année, il y avait un chiffre quand même que Hockey Québec, le budget de Hockey Québec, toutes les contributions, tu sais, c'est quand même beaucoup de sous. Puis personnellement, quand je regarde ça, puis j'ai passé par là, je me dis comme,
elle va où tout cet argent-là? Je sais pas si toi, dans tes recherches, tu as eu ce même constat-là, mais c'est pas juste des aires de glace. Il y en a qui les aires de glace, mais il y a bien des municipalités que la ville paye ou qu'il y a des ententes, puis fait que l'argent va à quelque part. Ouais. Je sais pas si toi, dans tes recherches... Il y a des infrastructures. J'ai pas creusé ce point-là précis, parce qu'à un moment donné, dans un livre de 250 pages, il y a des choix. Puis quand tu touches à un sujet comme le hockey, tu peux aller partout. Mais clairement, tu sais, t'as le niveau local, t'as le niveau régional, puis t'as le niveau provincial, puis là, tu sais, il y a une couche par en haut qui est le niveau canadien, tu sais, avec Hockey Canada, où moi, j'ai été surpris. C'est parce que c'est sûr, ça fait des grosses structures, ça fait des grosses organisations où t'as pas le choix de compter sur le parent bénévole. Ouais. Tu sais, tu peux pas avoir des entraîneurs qualifiés dans toutes les municipalités. Exact. Contrairement, par exemple, tu sais, de mon côté, quand je nageais en natation, j'ai toujours été entraîné, coaché par des gens qui avaient des diplômes, qui avaient des bacs, qui n'étaient pas le parent du groupe. Tu sais, c'est une profession, là. Bon, tu as moins de participants, c'est plus facile à encadrer, à gérer. Tandis que des sports comme le hockey, le soccer, tu n'as pas le choix de compter sur les parents. Mais par exemple, ici dans la région de Québec, au niveau du soccer, on me parlait du soccer Beauport, que c'est de plus en plus, vu qu'il y a plus de membres, c'est très organisé, encadré avec des professionnels. Mais là, il y a encore beaucoup dans le hockey. Et ça, c'est un grand défi de Hockey Québec sur le fait qu'on compte beaucoup sur les parents. T'en as besoin. Mais comment tu les encadres aussi? Est-ce qu'ils montrent tous la bonne chose? Est-ce qu'ils suivent tout le programme? Y a-tu des gens pour les superviser? Ça reste, c'est des bénévoles. Puis là, à un moment donné, tu as tout le temps la relation de les parents qui s'impliquent. Ben là, c'est comme les jeunes qui sont sélectionnés d'un niveau double lettre, triple lettre parce que les parents sont là. Mais à un moment donné, ça se perd. Parce que là, c'est plus professionnel. Des fois, ça arrive aussi, tu sais, quand on parle des fois à l'école, un privilège, on sait bien son père c'est un donateur. Tu sais, il y a toujours ces histoires-là. Il y aura tout le temps. Mais comme souvent quand que je parle de surtout au hockey, je pense pas que Sidney Crosby, si son père avait pas été ami avec le coach, il aurait pas percé. À un moment donné, si t'es bon, t'es bon. T'sais, si t'es limite, puis il aurait dû, puis là c'est une interprétation, puis là c'est le père, puis là ben c'est un peu des guerres de clocher, puis à quelque part ben c'est sûr que si je coach une catégorie, ben comme j'imagine que mon gars va être là, c'est pour ça que je m'implique, sinon je ferais pas à deux places. C'est l'enjeu, puis c'est le défi des sports collectifs. Tandis que, mettons, en natation, qui est un sport individuel, ben, tu sais, tu plonges dans l'eau, tu fais 100 mètres, puis c'est ton chrono, là. C'est ça qui va donner des standards, puis c'est ça qui va donner des sélections. Même si, encore une fois, dans des sports individuels, souvent, à la fin, il y a une question de sélection, parce que telle performance vaut plus que telle performance, puis des fois, il y a des... telle sélection sur des équipes de relais, tout ça. Mais ce que tu donnes, c'est facile à calculer. C'est plus facile à calculer. Moins bon, tu nages à telle vitesse. Ou dans les sports jugés, là. On a vu, là, en nage synchronisé ou en patinage artistique, c'est plus difficile des fois de départager un 9.5, puis un 9.8, puis un 10,0 sur 10. Fait que, mais c'est sûr que dans le hockey, il y a une grande plage justement là, un tel versus un tel qui comprend comme le 9e attaquant du groupe. Ça, c'est sûr que ça peut créer des frustrations. Là. On parle un petit peu, il y a un intervenant, Danny Bernard, je pense, là, il était avec l'Académie Saint-Louis, un des là, premiers sport-études qui était à Québec. Puis t'en parles un petit peu, mais pas tant que ça dans le livre. Ça a été quoi dans tes conversations? Le côté hockey scolaire. T'sais, moi, personnellement, avec les gens qui m'entourent, même si mes gars ils jouent pas au hockey, ça reste que je joue encore au hockey. Tous mes chums sont impliqués, majoritairement leurs enfants jouent encore, puis tout ça. Puis des gars qui ont joué à un haut niveau dans la Ligue nationale en Europe, unanimement, tout le monde dit la même chose, ça devrait être scolaire. Ça devrait plus exister à Hockey Québec. Ça devrait pas passer par là. Ça serait beaucoup, beaucoup plus simple si c'était géré par les écoles. Pour les raisons qu'on a parlé, salaire, puis tout qu'est-ce qu'on veut. Ça a été quoi dans ton approche? Est-ce que tu as entendu ça aussi ou c'est juste dans ma réalité à moi que ça ressort ce point-là? Non, clairement, tout le monde en a un peu parlé. C'est sûr que c'est dans le chapitre avec Danny Bernard quand j'en ai plus. Là, on s'est plus penché sur la question. C'est clair qu'il va y avoir des décisions, je pense, à prendre à ce niveau-là dans les prochaines années. Là. Autant qu'est-ce qu'on fait avec le scolaire, autant qu'est-ce qu'on fait avec le junior majeur, où c'est qu'une ligue, on demande plein de choses en même temps. Mais je pense que ce qui est fondamental dans les propos de Danny Bernard, c'est cette conception-là qu'on a du sport. Où
dès que tu fais du sport, tu es une meilleure personne. Ou dès que tu fais du sport, tu vas être un plus pour la société. Ce qui peut être vrai dans plusieurs cas, mais également, ce qui n'est pas automatique. Et ça, il faudrait arrêter de penser, je pense, que c'est automatique. Est-ce que, tout sport confondu, est-ce qu'on apprend aux jeunes à être des meilleures personnes, à des meilleurs êtres humains en pratiquant leur sport? Ça a l'air un peu philosophique qu'on dit ça comme ça, mais est-ce qu'on peut se servir du sport? Et là, je reviens à ta question par rapport dans les écoles, justement, pour avoir une vision d'ensemble. Je pense que le problème présentement, autant pour le hockey versus civil que scolaire, c'est qu'on n'a pas de vision. Et je suis pas certain dans la situation actuelle, si on déborde un peu du hockey, que justement que les écoles sont prêtes, que le milieu scolaire est prêt à prendre en charge un sport de masse. Ils font football, tout ça, mais je veux dire qu'ils font un rôle de plus actuellement. Il y a une question d'infrastructure, bien entendu. Puis une question de structure par rapport à comment. Je suis pas sûr que si demain on oblige que les écoles vont recevoir ça de façon positive, là. Ou il faudrait peut-être pas l'encadrer dans un rôle plus large de justement, là, qu'est-ce qu'on veut faire du sport à l'école, tout sport confondu, puis ça fasse partie d'une mission intégrante où là, actuellement, c'est un peu à géométrie variable. Ouais. Tu as des programmes, par exemple, au football qui sont hyper avancés, puis des places qui en font pas, ils en font à différents niveaux. Fait que comment on peut s'assurer que tout le monde évolue un peu là-dedans, mais on sait que l'école s'est rendue hyper compétitif, là. Moi, j'ai fait le saut quand je suis arrivé à Québec, parce que, j'ai fait mon secondaire au Lac-Saint-Jean, puis après ça, je suis arrivé au cégep ici pour m'entraîner avec le Rouge et Or, puis j'ai fait cégep puis université ici à Québec. Quand je coachais des plus jeunes, puis là, les parents me parlaient « Ouais, mais là, il faut jouer avec mon jeune pour les examens d'admission. » Moi, j'ai pogné 2 minutes, là. Yannick, là, chez nous, à Roberval, c'est ça l'école, tu vas là, au secondaire, il y a une polyvalente, si tu vas là. Si tu vas aller au privé, il faut autant à 1 heure de route, là, soit à Métabetchawan ou... Fait tu dis non, de quoi vous parlez, là, tes admissions? Là, je veux dire, la 5e année, moi, il y a des parents qui commencent à visiter pour le secondaire. Oh, tout à fait. C'est ça. Fait que là, t'as ça. Fait que là, si tu rajoutes le sport là-dedans, nous autres, mon école, on offre ça versus l'autre école l'offre pas. Mais du jour au lendemain, si le politique puis le ministère de l'Éducation puis des Sports disait on impose ça aux écoles, je suis pas sûr que ça aurait reçu positivement. On va devoir se pencher à ça, mais je pense que c'est l'ensemble du programme. Il n'y a pas de vision. Comme peut-être c'est quoi la vision, c'est ça? Dans les gouvernements actuels, c'est dur de savoir la vision, puis le sport en fait partie. J'en parlais avec Enrico Ciccone, il me parlait des budgets pour le sport par année, c'est rien. C'est difficile d'essayer de faire avancer des choses quand t'as pas vraiment les ressources financières pour faire bouger les choses non plus. Puis comme on parlait avec Enrico, c'est sûr qu'on a un parti pris, mais nous, en tout cas, moi, je pense que ça devrait être un ministère en soi, le sport, parce que je pense que d'encourager et encadrer le sport, pas juste le sport d'élite, mais de bouger, que ça fasse partie de nos mœurs. Moi, j'ai habité en Suède, puis là-bas, le sport, c'est tout, là. C'est dans toutes les sphères de la vie, c'est encadré, les infrastructures sont belles, c'est pris en charge par le gouvernement, les villes, ces choses-là, puis ça se reflète dans la société aussi. Le taux d'obésité en Suède, là, il est pas si élevé, je te le confirme. Là, pourquoi? Parce que les gens sont habitués de bouger. Fait que le sport, moi, je pense que ça part de là. J'ai peut-être un parti pris, mais... on a parlé d'infrastructures, ça c'est clair, on l'a vu. Il y a des montants il y a un programme là, québécois pour renouveler les infrastructures. Avec Isabelle Charest, c'était 300 millions la première enveloppe, puis il y a des dizaines, même des dizaines de projets qui ont de villes, municipalités, tout ça, qui n'ont pas reçu d'argent. Là. Fait que nos infrastructures qui ont toutes été faites là, un peu dans le même temps, sont tout en train de tomber en ruine. Fait que là, si on n'investit pas dans nos arénas, dans nos piscines, dans nos terrains de soccer, dans nos palais pour la gym, on va avoir une problématique. Là, parce que c'est pour ça que moi, je serais porté de dire que ça faciliterait la vie de passer par les écoles. Parce que, oui, dans un contexte privé, mais on le voit aussi avec Cardinal Leroy à Québec, c'est qu'une école publique qui a un super système sport-études, qui font affaire avec différents partenaires qui mettent ça en valeur. Je trouve que de pouvoir encadrer ça par l'école, moi, je pense que ça aiderait, parce que oui, tu l'as pas toujours dans chaque circonscription, mais je pense que ça fait partie aussi un petit peu des problèmes dans le sport, c'est que tout le monde veut avoir moi, je vais dans ma région, ça me prend un 3. Tout le monde en veut un, puis tout ça, mais souvent, je donne l'exemple. J'ai un de mes bons amis, son gars, il a joué depuis qu'il est atome dans la plus haute catégorie, puis à chaque année, son dernier.
sont pourris. Mais clairement, cette catégorie-là ne devrait pas être c'est pas le fun pour personne, tu sais. Fait que je pense que mais qu'est-ce qui est mieux, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est mieux aussi l'affaire, c'est que tu veux avoir des catégories, tu sais, dans chacune des régions, dans chacune des municipalités où on déracine des jeunes en bas âge. Tu sais, quand tu prends Dave Morissette dans le livre, tu sais, qui est sur la Côte-Nord, puis il s'en va jouer à Hull à 12, 13, 14 ans. T'sais, c'est pas le seul sport, le hockey, là. Je veux dire, j'ai vu ça. J'ai vu ça, là, tu vois ça, tu sais, tous ceux qui se rendent aux Olympiques, souvent, sont partis de leur patelin très, très jeunes, là, pour des sports olympiques, là. Mais c'est, tu sais, de déraciner un jeune, que ce soit le hockey, là, dans mon cas, c'est le hockey que je parle dans le livre, mais dans les autres sports aussi. T'sais, est-ce que c'est bon également, là? T'sais, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais je pense que ça fait partie des sacrifices. T'es pas obligé de jouer au hockey, là. Non, t'es pas obligé de jouer dans la Ligue nationale puis d'être le meilleur. Tu peux juste continuer à t'amuser à jouer dans ton coin s'il y a juste du A puis d'être le meilleur là-dedans, tu sais. Fait que je pense que on aimerait donner le plus à tout le monde tout le temps, mais on peut pas donner l'excellence puis d'avoir un programme incroyable en Gaspésie, par exemple. Il y a peut-être un petit gars ou deux qui sont exceptionnels. Écoute, si tu veux jouer avec les meilleurs, écoute, t'es à l'autre bout du monde, on peut pas faire de miracle. Ce que je me suis rendu compte dans le hockey, puis tu sais, je veux dire, toi, tu l'as vécu, c'est comment, ce que je trouve comparé à d'autres sports, au-delà du déracinement, c'est comment, tu sais, très, très jeune, puis on laisse pas beaucoup de place, tu sais, au développement plus tardif. Très, très jeune, t'as pas le choix de performer. Tu sais, faut que tu rentres dans ce moule-là. Tu sais, tu peux pas éclore plus tard un peu plus que les autres. Si t'es pas rentré déjà dans cette voie-là. Au soccer, quelqu'un qui a jamais joué au soccer de sa vie puis qui arrive à 12 ans, je te confirme qu'il ne jouera pas dans FIFA non plus. Là, ouais, peut-être pas, mais tu sais... En ski alpin, en gymnastique, j'en parlais avec Nancy Audet, puis c'est un peu ça aussi. Là, tu demandes à des enfants de 14 ans, 15 ans d'être au sommet du monde en gymnastique à 14 ans. Comme ça veut dire qu'à 7 ans puis 6 ans, là, t'as pas le choix d'être all-in à cet âge-là pour être la meilleure au monde 5 ans plus tard. Fait que c'est là que... Mais ce qui est différent, ce que je me suis rendu compte, ce qui est différent, mettons, si on compare le hockey puis le football, c'est à quel moment tout l'aspect de la business rentre en ligne de compte. Les agents de joueurs arrivent rapidement dans le hockey. C'est sûr. Rapidement. Dans le livre, je parle avec Dominique Debois. Dominique qui est le fils à Lucien Debois, qui a joué dans la Ligue nationale, qui a coaché ici à Québec avec les Nordiques. C'est Dominique, là, ce qu'il me raconte, c'est les parents qui arrivent avec des fichiers Excel à la scène près. J'ai investi pour mon enfant. Combien tu me donnes pour le représenter? Là? Mais tu sais, quand tu parles avec Sacha Gavimi, puis que lui, il était, tu sais, agent pour Laurent Duvernay-Tardy, puis il dit, moi, ben, le recrutement se passe au niveau universitaire. Là. Fait que moi, je ne deal pas avec les parents nécessairement. Je les connais, ils sont là. Ils viennent voir les matchs, bien sûr, mais je deal avec des adultes, là. Ah oui. Ça, je pense, il y a quand même une grosse différence. Tu as absolument raison. Puis c'est surtout aussi, je pense que le côté un petit peu... Écoute, j'ai des amis agents, fait que je veux pas les inclure tout le monde. Non, je pense qu'il y en a des excellents, là. Sauf que je pense que le problème est aussi au Québec aussi de dire, ben, je vois qu'il y a un potentiel, tu sais, l'agent aussi, là, je te parle pas des meilleurs agents, mais il y en a des plus petits agents que eux aussi, ils se disent, hey, au Québec, je vais avoir des joueurs de hockey, puis je vais les pogner jeunes, parce que si je les pogne pas tout de suite, puis que j'attends qu'ils aient 18, 19 ans, ben, les Pat Brisson de ce monde vont arriver, Don Meehan, puis là, si t'as le choix entre tout, tu vas aller avec les gros. Fait que là, les gars, ils se disent, il faut que je les pogne plus jeunes. Fait que ça aussi, ça fait l'effet pervers de notre sport que il y a des parents fous, mais il y a certains agents plus fous que d'autres aussi qui je pense aussi la pression des repêchages, parce que quand on regarde le parcours, puis c'est ce que Dominique Debois m'expliquait, il dit rapidement, tu as déjà le repêchage pour le junior majeur, puis après ça, tu as le repêchage pour la Ligue nationale. Et tout ça se fait à un moment, une période très critique où les jeunes joueurs sont à la fin du secondaire. Fait que déjà là aussi, il y a des défis au niveau scolaire. Faut que tu passes ton secondaire, faut que tu aies le temps de faire tout ça. Ou tu t'en vas dans le junior majeur, avec quand même, dans le cas de Jérôme Gravel, dans le livre, lui, il s'est ramassé avec Adi Batters dans un autre système scolaire. Aussi, il y a des défis là. Fait que c'est aussi, je pense, l'effet d'avoir une
des repêchages extrêmement collés. Ça fait en sorte que tu n'as pas le choix de performer tôt. Tu n'as pas le choix d'être prêt parce que tu vas être repêché au bon endroit dans le junior majeur avec une bonne équipe parce que c'est pas toutes les équipes qui ont le même encadrement. C'est pas toutes les équipes qui ont le même rayonnement. Il y a des équipes dans le junior majeur qui sont, que quand tu parles au monde, ben, tu sais, il y a des plus riches, des plus pauvres, ça va moins bien, meilleur encadrement. Fait que ça non plus, c'est pas évident. Parce que pour la Ligue, ça, une des questions à mon époque, c'était les 5 premières rondes. Là, je sais pas pour les 16 ans, je suis moins ça un peu aujourd'hui, le hockey, là, mais à mon époque, c'était juste les 5 premières rondes pour des joueurs de 16 ans. Puis je pense que on le voit des fois, il y a des 15 ans même là, au Québec, je sais pas si ça s'est déjà vu là, c'est déjà arrivé en Ontario là, des McDavid de ce monde que c'est à 15 ans qui peuvent jouer des exceptions. Mais moi je pense que ça devrait plus être l'exception, ça devrait plus être à 16 ans. Si tu avais par exemple une ronde de 16 ans, pas plus que tu peux juste en prendre en première ronde. Et là ça serait vraiment les gars qui vont arriver puis qui vont jouer. Puis là tu te dis écoute, ils vont être trop forts midget 3. Fait qu'on n'a pas le choix, on les monte, tu sais, puis moi, par exemple, j'avais fini premier scoreur de la Ligue à 15 ans. Bon, mais tu sais, j'ai été premier choix overall à Bécomo. Tu te dis, bon, mais j'ai pas joué beaucoup à 16 ans, mais tu te dis, crime, ça fait du sens de dire, il s'en va à 16 ans à jouer. Mais quand t'es gars en 5e ronde, là, tu fais miroiter un peu, puis tout ça, tu sais, c'est ce côté un petit peu malsain. Le problème, c'est qu'un jeune de 16 ans qui va être repêché, c'est sûr qu'entre le choix de rester midget 3 ou d'aller junior majeur, même si tu sais, tu vas jouer moins, les gens vont vouloir jouer dans la grosse ligue à cet âge-là. C'est sûr, tu vas dire aux gens, non, tu vas être mieux. C'est de la psychologie, là, de l'éducation. Hey, tu sais, Yannick, ça va être mieux si tu restes dans le midget 3. Ouais, mais là, je suis repêché là. J'ai scoré l'an passé. Fait que j'imagine c'est ça que tu as vécu aussi. Dans le sens que. Moi, je m'en retournais. Moi, junior à 16 ans, mes parents, ils me sortaient de Bécomo. Je me retournais junior parce que je jouais pas. C'était une catastrophe. On était 0, 14 et 1, je pense, à ma première année. Tu sais, je suis arrivé là-bas, c'est la deuxième année du Dracor, là. Fait que, tu parles d'être loin, Bécomo, Repentigny, je te confirme que c'est pas si proche. Non. Puis, tu sais, ça a été difficile, tu sais. Puis moi, j'en ai parlé un petit peu avec les initiations. J'arrivais dans une équipe pas facile, là, tu sais, les vétérans qui étaient là-bas, la vie dure, je l'ai vécu, là, des histoires qu'on entend parler, ça m'est arrivé, là, tu sais, fait que, mais au-delà de ça, tu sais, il y a une, j'ai passé au travers, mais si c'était pas de l'arrivée de Richard Martel, moi puis Richard, on a eu des hauts et des bas dans notre relation, sauf que si c'était pas de l'arrivée de Richard, moi je m'en allais, tu sais, puis Richard à 16 ans, il m'a quand même aidé, puis il a rebâti un peu ma confiance parce que je jouais jamais, c'était pas facile les premières games, fait que tu sais, il y a eu quand même du bon dans notre relation houleuse, moi puis lui, il y a quand même eu du bon, tu sais, cette année-là, il a su justement, il a fait un gros ménage avec les affaires d'initiation, toutes les niaiseries qui se passaient avec les vétérans, il a vraiment aidé à virer la concession de bord, tu sais, faut être honnête aussi avec les bons coups qu'il a fait, mais c'est certain que la décision a été faite, je retournais à midget 3 pour les raisons que tu dis, tu sais, parce que même si c'était à 1 heure de chez nous, parce que moi, à ce moment-là, c'était le Cap de la Madeleine, fait que j'étais déjà en pension à 15 ans, je suis parti de chez nous à comme 14 ans, si tu veux, là, tu sais, pour aller jouer midget 3, mais ça reste que, tu sais, à l'époque, là, tu sais, les dizaines, là, c'était les longues distances après telle heure, là, tu sais, j'appelais mes parents, c'était pas facile, là, tu sais, fait que j'imagine qu'en tant que parent aussi, d'avoir ton gars à l'autre bout du monde, tu sais, ça devait pas être évident. Mais moi, c'est aussi. ça qui me surpris, Yannick, en parlant avec Jean-François Barry, parce que son fils Nathan jouait à Bécomo, et puis là, il est du côté de l'Abitibi avec les Foreurs. Comment les parents, ben c'est sûr, tu sais, en jeune âge, les parents sont très présents là, pour les livres, puis tout ça, puis dans l'organisation. Mais comment il y a une cassure, là? Il y a une cassure avec le junior majeur. Comment les parents sont, tu sais, pas qu'ils veulent pas être impliqués, mais tu sais que les équipes, bon, je dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais tu sais, n'ont pas le temps d'entretenir les parents, puis que les contacts sont annuels quasiment, là. Puis que je comprends que c'est mal vu, ce serait mal vu dans le hockey, dans le junior majeur, qu'un parent prenne le téléphone pour parler avec le DG ou parler avec le coach. Souvent, ils ont des agents, fait il faut que tu passes par l'agent, mais le parent, là, il va voir les matchs, il est là une fois au party de Noël par année, mais il n'y a pas de rencontre de début d'année, mais c'est quand même des jeunes. Puis dans d'autres sports aussi, là, c'est lorsqu'ils traitent avec des jeunes adultes, là, 16, 17, 18 ans, les parents sont pas dans le coup. C'est là. sûr. Mais tu sais, de l'autre bord, je me permets de nuancer un peu par rapport à ça. Ça reste que mets-toi à la place du coach.
puis que là, à tous les 2 jours, quand t'as benché un gars, puis là, le père, il appelle. Ah, c'est ça. Parce que si t'ouvres la porte à ça, Ouais. t'ouvres la porte, tu peux pas dire, OK, je vais vous parler une fois aux 2 semaines, ou peut-être c'est ça, je sais pas, mais tu comprends, tu sais, ça reste qu'à un moment donné, tous les parents vont aussi vouloir dire, ben là, c'est sûr. Là, mon gars, il joue pas, tu sais, comment ça, puis pourquoi, puis là, de justifier aux parents à chaque fois pourquoi t'as pas fait gauler son gars. Je suis d'accord avec toi, Yannick, mais tu sais, une rencontre de début d'année, me semble, c'est moi le coach de votre enfant, il a 16 ans, il va passer l'année avec moi. Me semble que ça peut être la base. Ça peut être la base. Même ça, on me dit que ça se fait pas, là, tu sais. Ou, tu sais, ou dans le cas de Jean-François puis son fils Nathan, tu sais, c'est bec comme mot au début parce que c'est un marché, peut-être un plus petit marché, là, dans la GMQ. Ils sont allés le rencontrer, mais après ça, il n'y a pas vraiment de rencontre, là. Tu sais, il me semble juste, justement de le dire, tu sais. Regardez, là. Nous autres, on n'ouvre pas la porte, tu sais. Je pense pas que vous devez m'appeler après chaque période parce que j'ai mis votre enfant sur le banc parce qu'il a manqué une mise en échec à 15 minutes et 3 secondes. Tu sais, je pense pas qu'il faut faire ça. Mais d'avoir juste un minimum, je pense que ça permettrait aussi, tu sais, que les parents aussi soient dans le coup. Après ça, le parent peut mieux également, tu sais, accompagner puis supporter son enfant. T'sais, je dis pas qu'il faut mettre les joueurs de hockey non plus, parce que je me suis fait poser la question là, dans ma tournée de promotion. Là, mais là, la vie, c'est tough. Ah oui, c'est vrai, la vie, c'est tough. La vie, on est jugé. À l'école, ben, de moins en moins. Là, moi, je compte ça, mais de moins en moins des bulletins chiffrés, j'aime ça. Là. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon de suivre ton enfant. Là, il nous arrivait des codes de couleur. T'es comme, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Là? Mais là, le code de couleur, là, c'est entre 74 et 95. Mais il y a une différence. Si mon enfant a 75, c'est une chose. S'il est 93, c'est une chose. Ou tu mets tout dans la même couleur. C'est un peu large. Là, peut-être resserrer les échelles. Je veux pas qu'on mette les joueurs et les sportifs, dans du papier bulle. C'est formateur, là, tu sais. Tantôt, je parlais de la traversée. Moi, j'ai fait ma première traversée à 19 ans, en 2002. J'ai nagé 29 km sur 32, j'ai abandonné. Sur le coup, c'était la fin du monde. OK? C'était dur à m'en remettre, tout ça, mais l'année après, je suis venu, j'ai grandi comme personne, là. Puis c'est formateur, là, tu sais. À 20 ans, je me suis ramassé à Buenos Aires, je suis allé faire en Argentine, j'ai atterri là-bas, je suis tout seul là-bas, faut que je me démerde avec le peu d'espagnol que j'ai, avec mon anglais, puis... T'avais de l'espagnol. C'est ça, c'est ça. J'avais prévu le coup, je passais plusieurs semaines là-bas. Après ça, j'ai fait 5 heures de taxi avec un gars qui parlait pas français ni anglais, mais c'est formateur, là, je veux dire, c'est cette discipline-là. Je veux pas qu'on mette les joueurs, tu sais, dans du papier bulle, tu sais, il y a des sélections, il y a des... La vie, c'est ça, là. C'est un peu la loi de la jungle. Cependant, je pense que tout sportif confondu devrait être capable de sortir de ses années sportives en disant ça a été positif. C'était positif. J'ai eu du fun, j'ai appris les victoires, les défaites. Majoritairement, est-ce que tu penses, en tout cas, moi, de ce que je vois autour de moi, autant des gars qui ont pas joué professionnel, là, des gars que j'ai joué junior, que leur parcours s'est arrêté junior au midget 3, je vois pas une amertume si grande que ça. Je pense que les gars, majoritairement, sont contents, sont fiers de leur parcours, sont contents d'avoir fait ça. Tu sais, dans le livre, tu parles du football. Oui. Puis tu sais, il y a la rigueur au football que tu dis faut pas le mettre dans le papier bulle nécessairement, les mettre dans Watt. Mais je trouve que de par les excès qu'il y a eu, là, c'est comme si au hockey, il faut faut rien faire. Mais c'est ça. Mais tu sais, au football, il y a encore la mentalité un petit peu plus hardcore, greedy de ah ouais, pousse-toi, puis vas-y que au hockey, tu sais, le côté mise en échec, tout ça, tu sais, on adoucit le sport, c'est notre sport national qu'on aime le plus au monde, puis on est le seul endroit au monde aussi qui l'adoucit beaucoup, beaucoup, là, tu sais, faut pas trop faire de mise en échec, faut commencer ça le plus tard possible, les bagarres, puis j'en ai parlé avec Enrico, moi je pense qu'il y a du pour et du contre, faudrait peut-être mieux les encadrer, mais je trouve que c'est justement un peu à ton point, moi je pense que très tôt, faudrait pas que tu te fâches après lui s'il a pas été bon, tandis qu'au football, on sent un peu il y a une question de respect, il y a une façon de faire les choses, mais ça fait plus partie du sport, on le voit moins, tu sais. Ben, je pense que pour le hockey, tu sais, vu que tu étais plus touché dans les dernières années, tu sais, publiquement, à cause des différentes histoires, initiation, Hockey Canada, tout ça, cette année, c'est comme une espèce de, je pense, ça va être comme un retour du balancier, tu sais, là. Il s'est passé plein, tu sais, pendant plusieurs années, comme dans d'autres secteurs, là, tu sais,
loi du silence de l'omerta, tu sais, dans l'Église catholique, là, tu sais, je veux dire, s'il y avait une place où il y avait une loi du silence, on dénonçait pas des comportements, là, après ça, les langues se sont déliées, puis bon, tu sais, il y a un ménage qui était fait. Tu sais, le hockey, là, c'est le reflet de la société, là. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est ce que je pensais comme un peu comme prémisse, puis ce que je me suis rendu compte, tu sais, puis pour répondre à ta première question, pour compléter la réponse à ta première question, pourquoi j'avais le goût de l'écrire, ce livre-là? Parce que j'étais un peu tanné également de « Ouais, mais tu sais, on sait que c'est le hockey. On sait bien que c'est le hockey. » Puis « Ouais, mais le hockey, là, les gens qui évoluent dans le hockey, c'est ton voisin, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est tes neveux, c'est tes... » Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de monde, mais qui sont pas sur une planète Mars. Là. Ces gens-là sont avec nous à l'épicerie. Là. Tu sais, je veux dire, faut pas penser que ce qui se passe dans le hockey, c'est pas le reflet également de ce qu'on voit dans nos écoles, là, tu sais, ou ce qu'on voit dans des centres. Beaucoup d'actualités dans les derniers mois été marquées semaine par, tu sais, dans les écoles, dans les centres jeunesse, tout ça, tu sais. C'est pas rose nulle part, là, présentement. Mais, tu sais, tout le monde s'est comme mis sur un piédestal à dire, oh, ouais, mais le hockey, ça, c'est le hockey, puis ça, c'est le hockey. Ouais, non, mais, non, c'est plus profond que ça. Fait que je pense qu'il y a un retour de balancier où, tu sais, plein de choses qui arrivaient dans le hockey qu'on remettait pas en question, qu'on n'a pas dénoncé. Là, à un moment donné, je pense que ça va revenir, tu sais, sur le fait de, OK, comment on le veut, notre sport, puis comment on peut l'encadrer, puis comment on peut le pratiquer, puis le jouer, puis sans dénaturer ce que c'est, puis s'assurer que ce soit, tu sais, formateur, puis quand même positif, même si y a des bouts qui vont être négatifs. Tu sais, tu vas en perdre des matchs. Oui, c'est certain. Puis, tu me fais penser, tu dis le retour du balancier de la société. Je peux pas m'empêcher, de par ton parcours avant, de te parler des dernières élections qu'il y a eu aux États-Unis. On le voit un petit peu, le retour du balancier avec l'arrivée de Donald Trump. Aime ou aime pas, il y a clairement un message aussi derrière ça qu'on voit que la population américaine est tannée de quelque chose, pour s'en aller vers une personne aussi polarisante que lui. Puis une des choses que dans ma préparation de notre entretien ensemble que je voulais te parler, Donald Trump, il parle toujours du deep state. Là. C'est comme la nouvelle chose qui veut get rid of the deep state, puis de beaucoup derrière ça. Puis j'aime beaucoup la politique, mais je connais pas beaucoup la politique. Puis tu as écrit un super livre là, sur les coulisses. Fait que c'est un peu l'inverse du livre. Moi, c'est mon monde, puis là, ben c'est ton monde. Mais de ce que moi je comprends un peu du deep state, c'est un peu les gens qui sont pas les élus, dans le fond. C'est ce que. Puis de parce que t'as fait un peu partie, toi, un peu de ce qu'on pourrait appeler le deep state en tant de chef de cabinet. Est-ce que c'est un peu ça que Donald Trump veut parler? Est-ce que c'est ces relations-là ou ça va plus loin que ça? En fait, je pense que, tu sais, Donald Trump, au-delà, tu sais, je suis pas sûr qu'il parle des employés politiques, de ceux et celles, ici, mettons, au Québec, qui entourent les ministres et les députés, tout ça. C'est vraiment, je pense qu'il va, tu sais, c'est les mandarins de l'État qui sont habituellement les fonctionnaires, là, tu sais, qui sont, tu sais, il y a des gens dans notre appareil politique, gouvernemental, qui sont là, qui traversent les épreuves du temps, peu importe qui est au pouvoir. Et c'est eux, souvent, qui décident. C'est eux, souvent, qui sont capables de mettre des freins dans la machine. Là. Et que même si le politique, ils disent, tu sais, on va faire une bouteille d'eau, puis elle va être bleue, ben non, ils vont dire, on va la faire rouge, puis voici les raisons qui vont freiner les affaires. Fait que je pense que Donald Trump, ça se fait. Puis ça, c'est partout, tu sais, dans toute administration, soit municipale, provinciale, fédérale ici, ou du côté américain, tu sais, dans les États, ou au niveau de l'administration centrale. Oh, les États-Unis. Ouais, c'est gros. C'est gros, là, tu sais. Fait que c'est quoi? C'est 10 fois plus de population qu'au Canada. Fait que c'est immense le nombre de gens qui sont là pour faire marcher la... Ouais, beaucoup de gens. Parce que, tu sais, souvent, tu sais, les gens qui suivent plus ou moins la politique, tu sais, vont regarder un expert, tu sais, mettons, Christian Dubé, ministre de la Santé. Ben, tu sais, pour Christian Dubé, qui est ministre de la Santé, qu'on voit qui nous parle de tous les sujets qui touchent à la santé au Québec, ben, il y a des dizaines de milliers de personnes, là. Qui gravitent autour. Les gens sur le terrain qu'on voit lorsqu'on a besoin d'une consultation, les infirmières spécialisées, les médecins, les ergots, tout ça. Mais après ça, tu as tous les gens qui travaillent comme fonctionnaires, comme mandarins de l'État, les sous-ministres, les sous-ministres adjoints, les coordonnateurs, les DG de tel département, où à la fin, ils ont un grand impact. Là. Même si un ministre ou un gouvernement dit « je veux aller dans cette direction-là », ben, ils ont le pouvoir, ces gens-là, de freiner ces changements-là. Est-ce que tu penses,
encore une fois, aime ou aime pas, là, la question est pas de savoir si c'était Kamala ou Donald. Mais moi, une des choses que écoute, on dirait que je peux voir de par la nomination de Donald Trump qui est là, je pense que pour lui, la meilleure chose qui pouvait y arriver, c'est de pas être élu aux dernières élections puis de gagner là. Je m'explique. Okay. Si en 2016, t'arrives, t'étais quelqu'un qui a aucune idée de comment ça marche en politique, parce que, on le sait, je pense aux États-Unis, Day One, c'est 10 000 nominations qu'il faut que tu fasses. Évidemment, il en fait pas lui-même 10 000, il en fait une centaine. Là, t'arrives, puis là, tu te fais conseiller, t'as jamais été en politique. Lui, il s'est présenté, il devait même pas gagner les républicains, là, l'élection républicaine. Oh, il passe. Attends une minute. Bon, il passe encore, il se fait élire. Là, t'as pas le choix de faire confiance à des gens qui sont là, les gens qui sont là depuis toujours, les politiciens cachés de carrière qui sont là. Là, il se fait conseiller par du monde. Assurément, il a fait des erreurs à son premier mandat. Mais s'il est réélu, les gens qui sont hypocrites, puis tu sais pas c'est quels les hypocrites, ils sont encore là en train de un peu de tu sais tout ton jus pour te dire ça va bien quand ils font quelque chose. Mais là, le fait qu'il n'est pas élu, puis que c'est quelqu'un d'autre, il y a 4 ans, pour regarder autour de lui puis dire hey, toi, mon maudit, là, t'étais de même, toi, tu sais. Puis là, il apprend pendant 4 ans comment que la machine marche. Puis là, il revient. Fait que ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est une des raisons pourquoi que c'est autant polarisant pour certaines personnes, que ce soit dans les médias ou des experts, de voir un gars comme Donald Trump arriver, parce que là, il connaît la game, puis il y a des gens que peut-être que leur siège est plus éjectable qu'il était quand il était là, il y a 4 ans. Oui, surtout que là, on sait que, puis c'était dit dans les derniers jours, tu sais, ceux et celles dans le Parti républicain, là, je sais pas, c'est sûr, les démocrates, ils l'aiment pas, mais ceux dans le Parti républicain qui ont parlé contre lui au cours des dernières années, ils n'auront pas de faveur, là, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant de voir avec ce deuxième mandat-là qui vient de commencer, là, on est à, il n'est même pas commencé. Il n'est même pas commencé, là, c'est le 20 janvier qui va être réellement le 47e président. C'est que, tu sais, il a déjà nommé sa nouvelle chef de cabinet, puis ce qu'on peut lire d'intéressant, c'est lors de son premier mandat, tu sais, le bureau ovale, là, qu'on voit dans tous les films, là. C'est une porte tournante. Tout le monde rentrait là-dedans, comme dans un bar, puis tu sais, puis que Donald Trump, il écoutait tout le temps comme la dernière idée, tu sais, qui est arrivée. Fait que là, la problématique, c'est que tu te retrouves à, mettons, t'es son équipe de conseillers, tu sais, sa chef de cabinet, la personne au policy politique qui s'occupe des politiques étrangères, l'autre aux communications, puis il dit OK, on fait un plan, puis c'est ça. Ben là, il y en a un autre qui rentre dans le bureau après, puis là, il te rechange ça, puis là, jusqu'au temps qu'il y a un dernier. Fait que toi, t'es l'équipe de conseillers, ses employés politiques. Puis là, tu te dis, ouais, ben là, t'as peu, là. Nous autres, c'est pas ça qu'on avait parlé, mais vu que c'est le dernier qui est rentré, puis on nous dit, ce qu'on peut lire déjà, là, dans les dernières heures, c'est que vraiment, il va avoir un meilleur contrôle de ça, sur qui a accès. Et ça, c'était une des conditions de sa nouvelle chef de cabinet, de dire, je vais décider qui rentre dans ce bureau-là, puis qui a accès à telle ou telle information et qui peut te conseiller, puis vraiment qui on va faire en sorte de faire partie de l'entourage. Puis ça, c'est super important, là. Surtout dans, tu sais, si t'es une, tu sais, Donald Trump, c'est une bébite, là. Tu sais, c'est pas un politicien normal. Fait que si tu l'encadres pas, puis s'il est pas géré, ben, je veux dire, comme entourage, c'est pour ça qu'il y a un gros roulement, là. Fait que là, ça va être intéressant de voir, Yannick, si dans son prochain mandat, qui débute en janvier, il va-tu avoir le même roulement? Tu sais, y a-tu appris justement sur comment s'organiser ou, tu sais, encore une fois, il va être très imprévisible. Ça, on l'a vu avec encore une fois, la polarisation qu'il y a eu aux dernières élections. Toi, tu as été un des rares conservateurs ou plus de droite dans les médias. C'est pas arrivé souvent. Il y a eu Mario Dumont qui est là depuis plusieurs années. Mais à part toi puis Mario, Dimitri Soudas également. Il y en a qui, mais on va dire comme, on peut en nommer beaucoup qui le sont pas. Mais ceux qui le sont, il y en a pas beaucoup. Puis tu as été dans les médias, mais pas si longtemps. Est-ce que c'est parce que tu t'es fait écœurer puis t'es genre, hey, moi, je t'ai écœuré de me battre puis de contre les gens qui pensent pas comme toi, de toujours te faire comme challenger? Est-ce que tu as eu une écœurantite de ça ou c'est juste non, je suis encore là, je suis chanceux. Après tu sais, moi, j'ai quitté la politique en 2019.
Puis ça fait 5 ans que j'ai des tribunes, dans la grande famille de Québécois. J'ai la chance d'être tous les jours au TVA Midi pour commenter l'actualité. Non, moi, je suis très, comme démocrate, pas dans le sens républicain versus démocrate, où moi, je suis capable d'accepter que les gens sont pas d'accord avec moi. Ben oui. Et ça, quand tu fais du commentaire politique, ou à tous les semaines, je fais la joute, avec Paul Larocque, puis l'équipe, avec différents panélistes, tout ça, différents jouteurs. Faut que tu sois prêt à accepter ça, là. Un peu brassé, puis également à te faire dire, à te faire remettre en doute puis en cause tes opinions, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conservateurs, dans le visage médiatique québécois. Il y en a quelques-uns. Américains aussi, on l'a vu aussi beaucoup, à part Fox. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, au Québec, les médias sont beaucoup moins polarisés. Et moi, c'est ce que j'aime d'une émission comme La Joute. C'est que vraiment, on a tous des castings différents, des gens qui viennent du Parti québécois, des libéraux, des conservateurs. Ça en prend de toutes les sortes, là, pour présenter ça. Et moi, c'est ça que je trouve bien des tribunes que j'ai chez Québécois. Justement, on me laisse cette place-là d'exprimer, Moi, j'ai un parcours qui est différent. Oui, j'étais un gars de région. Oui, j'ai travaillé, avec Stephen Harper, avec Rono Ambrose, avec Andrew Scheer à Ottawa pendant 10 ans. Fait que oui, ma vision, j'étais un père de famille, j'ai 2 jeunes filles, en bas d'âge primaire. Fait que j'arrive avec ce bagage-là, moi, oui, la grève des enseignants, l'an passé, ça m'a touché, puis oui, j'avais des micros pour le dire, puis je l'ai dit, fait que c'est cet avantage-là que je trouve, mais il faut pas avoir peur justement d'écouter les autres, de débattre avec les autres, puis que de te faire dire que ton opinion n'est pas partagée par d'autres personnes. Mais trop souvent, justement, on empêche ce débat-là. Puis ça, dans une société, je pense que c'est pas sain. Mais surtout au Québec, on a de la difficulté, je trouve, encore une fois, j'ai eu la chance d'habiter en Europe, en Suisse, en Suède, en Russie, en Allemagne, aux États. Je me suis promené en masse en Ontario. Puis, on a de la misère au Québec à se faire confronter à une autre idée que la nôtre. Ouais. Souvent, si tu penses pas contre moi, comme moi, t'es contre moi. Mais je suis pas contre toi. On est juste, on n'est pas obligé de penser pareil. Puis on a de la difficulté avec ça. Puis, on le voit beaucoup avec une forme de censure non officielle, là, juste de par les plateformes. Puis des fois, je trouve que c'est un petit peu fâchant de voir le parti pris des différents médias overall. Il y en a quelques personnes comme toi qui sont capables de tenir leur bout, mais des faits des fois rapportés, c'est quasiment de la propagande. Tu dis il y a l'information, puis moi ça m'a frappé avec Donald Trump des choses des fois que le fameux incident avec Liz Cheney. Là. Tout le monde dit il veut la tuer. Mais si t'écoutes l'entrevue, là, ça n'a même pas rapport. Là. C'est même pas ça la conversation, mais tout ce que tu vois, t'as pas de bon sens, il parle de tuer, puis c'est un ci, c'est un ça, puis aime ou aime pas le personnage, je trouve que c'est pas correct de prendre ça et de complètement jouer avec ça pour ton gain personnel, parce que dans les médias aujourd'hui, ce que je déplore un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions puis moins de journalistes. Puis, c'est là que je trouve que c'est correct d'avoir des plateformes de dire éditoriales puis on en débat, mais juste du bon vieux journaliste de rapporter les faits, c'est plus difficile. Ben, moi, je trouve également c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opinions. Puis j'en fais partie. Fait que, je suis pas contre ça, c'est sûr. Souvent, malheureusement, peut-être pour le public, des fois de faire la différence. Moi, j'écris des chroniques j'écris dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, à tous les semaines. Ben, des fois, je reçois des commentaires de gens, ouais, mais là, ça, c'est pourquoi tu dis ça? Tu devrais être, t'es un journaliste. Non. Moi, je suis pas un journaliste. Non, exact. Je veux dire, moi, je prends une situation, moi, c'est sûr que j'essaie d'être rigoureux, puis j'essaie de mettre des faits. Si l'annonce, c'est 100 millions, je vais parler de 100 millions. Puis si c'est 4 milliards, je vais mettre 4 milliards. Mais à la fin, je peux dire, ça, c'est un bon coup de François Legault. Ça, c'est un mauvais coup de François Legault. Ça, c'est un bon coup de Justin Trudeau. Ça, c'est un mauvais coup. Voici pourquoi. Et voici pourquoi je pense que tel premier ministre devrait faire un remaniement, puis que tel ministre, il devrait laisser sa place parce qu'il est tanné, il est brûlé, puis on est plus capable de le dire à la face. Je peux me permettre de ça. Tandis qu'il y a des journalistes, eux,
ne peuvent pas faire ça. Mm-hmm. Et puis, ils ne devraient pas le faire. Pas faire ça, mais on sait que c'est... Moi, je pourrais pas... Tu sais, je veux dire... C'est sûr, avec mon passé, je pourrais pas dire demain matin, je suis journaliste, puis je vais aller couvrir une conférence de presse de Justin Trudeau. Tu sais, je veux dire, je pose la question, tout le monde dit, ouais, mais là, tu sais, tes opinions. Mais moi, dans ce que je fais, c'est mes opinions à moi. Tu sais. Puis oui, peut-être que c'est sûr, avec mon passé, j'aurais de la misère à l'être. Mais je pense qu'il y a de place à ça. C'était correct, justement, d'avoir des opinions pour pouvoir s'en faire une de nous-mêmes. D'où l'importance de laisser le monde parler. Puis c'est un peu ça l'idée de mon podcast, c'est d'avoir les deux côtés de la médaille de plein de sujets. Ça commence, fait que j'ai certains invités, mais éventuellement, j'aspire à avoir des gens de peu importe les points de vue pour pouvoir échanger. Mais c'est ce qu'on voit que je trouve que le vrai journalisme de carrière, il est moins là, puis c'est difficile, je pense, pour les gens de se faire une tête sur des situations. Il faut pas se cacher, Yannick, que c'est un moment qui est difficile pour les médias. Moi, je suis pas, moi, je suis pas là-dedans au quotidien. J'ai des tribunes, mais c'est une forme de travail à la pige, là, je veux dire, moi, si je suis pas en onde, je suis pas payé, là, quand je suis en onde, je suis rémunéré. Mais, c'est difficile présentement, au niveau des revenus publicitaires qui permettent, exemple, de faire vivre les médias privés, là. Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi, là, malheureusement, les médias puis les gens, moi, je suis très touché, quand moi, je nageais, là, quand je touchais au panneau à traverser, je sortais, il y avait peut-être 8, 9, 10, 12 médias régionaux, là, quand je sortais à Roberval pour la traversée sur le quai, là, qui attendait les athlètes, là. Aujourd'hui, ça a coupé de moitié, ça a coupé du trois quarts, Fait que là, t'as quelques médias, qui sont là pour accueillir les nageurs, Fait que tu le vois qu'il y a une moins forte présence médiatique, Fait qu'au-delà même, oui, peut-être que c'est plus facile d'avoir de l'opinion, c'est peut-être moins coûteux d'avoir d'opinion, mais également, la couverture régionale s'en fait sentir, Fait qu'on est à un moment donné où c'est extrêmement difficile, mais je veux dire, également, ça va être le fait que les gens consomment, de plus en plus ce qui se passe sur les plateformes numériques et moins sur les médias dits traditionnels. Là. C'est là que ça s'en va. Je veux dire, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'existait pas. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu échanger, on aurait pu le faire ensemble, en prenant une bière peut-être à quelque part, mais on n'aurait pas pu le partager. Fait que, je pense que il y a beaucoup de choses qui évoluent, puis les médias, puis les technologies, c'est une courbe qui est quasiment exponentielle. Fait que c'est certain qu'il faut s'ajuster, un peu comme il y a eu les Uber de ce monde, qu'avant l'Uber c'était le diable, puis finalement comme pas super Uber, ça fonctionne quand même bien, puis ceux qui ont des taxis traditionnels sont encore là. Fait que il y a une responsabilité au niveau des médias de se réinventer aussi, je pense. Puis je pense que pour la population, dernièrement, ce côté objectif-là, c'est ce que les gens, je pense que c'est ce que les gens déplorent. Fait que je pense que si les médias veulent s'aider, de ramener cette forme de journalisme-là, je pense que c'est ça la solution, d'avoir un petit peu plus d'objectivité. Je sais pas. Ouais, mais je veux dire, Donald Trump, durant la campagne, puis même avant, c'est comme, les médias, c'est des ennemis, là. Bon, veut dire. Moi, je l'ai vécu en politique. Là, avant de pouvoir avoir des tribunes, puis de partager mon opinion sur tout ce qui se passe en politique, au quotidien. Et en politique, là, je veux dire, moi, je pensais que tel journaliste n'était pas fin que nous autres. Puis quand je parlais à mes amis chez Libéraux, ils me disaient que la même chose sur le même journaliste. Je veux dire, malheureusement, c'est comme si les médias sont pris même au sein des organes politiques, des partis politiques, pour t'aider tout le monde, parce qu'un matin, tu te lèves, puis c'est tel journaliste qui crie sur toi, puis tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis le lendemain, il fait la même chose avec tes adversaires, mais là, t'es content, mais tu te rappelles juste du fait que 2 jours avant, il n'y a pas été gentil avec toi. Fait que même là, c'est pas un rôle qui est évident non plus, mais c'est comme si c'est rendu que les médias étaient... moi, je pense pas que les médias non plus sont l'ennemi du peuple, là. Ben non. Mais, mettons qu'aux États-Unis, on a renforcé ça beaucoup, pas mal, mais c'est sûr que
il faut s'assurer d'être rigoureux. Puis les partis politiques nous suivent beaucoup. Hein. Ça souvent, c'est... puis je l'ai fait, moi aussi. Là, fait que je comprends, là, mettons, après la joute, tu as reçu un petit texto, un petit appel, ouais, t'as dit telle affaire. Ou, ouais, ça, c'était pas ça. Ben, tu sais, je veux dire, quand ils appellent sur des... Moi, quand ils m'appellent, parce que je l'ai fait aussi, là, tu sais, fait comme attaché de presse puis directeur de communication. Moi, quand il m'appelle, j'essaie d'être empathique parce que je sais que c'est pas évident. Tu sais, mettons, quand t'es une équipe, là, tu sais, autour d'un ministre X, là, puis là, tu dis, t'as écouté la joute, là, que ce soit moi ou peu importe de mes collègues. Puis là, tu dis, hey, c'est ça, il a dit ça, là, on n'est pas content, peux-tu l'appeler, là? Tu sais, ça prend du nerf, là, d'appeler quelqu'un que des fois, il y en a on a des relations avec eux, ou des fois, on n'en a pas, tu sais, puis ouais, tu sais, Marc-André, t'as dit telle affaire, c'est le sujet, c'est pas... T'sais, on est comme pas d'accord ou... C'est comme, c'est-tu Luc Lavoie que dernièrement avec Legault, là, quand il était revenu de la France, il me semble que c'est lui qui disait on a-tu hâte qu'il saque son camp, il avait comme mentionné, je sais pas si tu te souviens de cette intervention-là. Ouais. Il a dû sûrement recevoir un petit texto. Ouais, ben peut-être, je sais pas, j'ai pas demandé à Luc cette fois-là, mais ça arrive, mais ça fait partie aussi du métier. Puis non, mais c'est correct, mais c'est juste parce que ça, c'était assez. Des fois, tu reçois des textos sur des petites choses, ça, il y avait pas de doute, il y avait pas de blanc ou noir là-dedans. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, souvent, il essaie de venir te corriger, ou souvent, même, il nous appelle avant. Tu sais, t'es ça ajoute aujourd'hui, vous allez sûrement parler de nous autres, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, ils sont là ils font leur travail, mais tous les partis politiques font ça, là, puis moi, je l'ai fait, j'ai beaucoup d'empathie parce que je l'ai fait aussi, tu sais, un tel commentateur ou tel analyste, que t'as pas nécessairement de relation avec lui parce qu'il est pas vraiment, tu sais, moi, contrairement, exemple, avec un Alain Laforêt ou mon collègue de midi, Antoine Robitaille, eux sont à l'Assemblée nationale, eux sont là, ils vont au Scrum, tu sais, c'est des journalistes. Les autres, ils posent des questions à M. Legault, ils sentent ça. Tu sais, nous, c'est d'essayer de donner un regard extérieur avec notre expérience également sur le terrain, là, parce que on sait comment la game fonctionne. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que j'ai compris de ton livre que j'ai pas encore lu. J'ai lu des petites brides, j'ai écouté une couple de podcasts que tu avais fait qui en a parlé, ça semblait intéressant. C'est parce que c'est un monde, hein, la politique, c'est vraiment un autre monde. Une des questions par rapport à ça que je voulais te demander aussi, tu as fait une chefferie avec Andrew Scheer. Puis là, ben on en a une qui est en train de jouer au Québec, là, une chefferie avec le Parti libéral. Comment ça se prépare, ça? Tu sais, c'est quand même un big deal pour plusieurs personnes. Puis tu sais, de ce que je comprends, c'est une grosse équipe. Tu sais, comment tu vas chercher ton monde? Comment qu'une équipe se construit? C'est le candidat qui t'approche? Comment ça fonctionne? Ça, Yannick, dans ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est sûr, c'est les élections générales. Que ce soit, peu importe le palier, là, c'est vraiment où la CAQ se bat contre les libéraux, se bat contre le PQ, puis se bat, gentiment se bat, là, mais contre QS. Ou les conservateurs québécois. Mais une chefferie, c'est un autre monde parce que tu te bats dans ta famille, là. C'est ça qui est extrêmement difficile, tu sais. Dans mon cas, pour la chefferie conservatrice de 2017, il y avait une quinzaine de candidats. Puis, je veux dire que toi, tu as des amis avec qui, tu sais, j'ai des amis avec qui j'étais allé à la guerre, tu sais, lors de la campagne de 2011, à la campagne de 2015, dans le War Room, où il était contre moi, là. Il était dans d'autres camps, là, dans d'autres candidats. Là. Ça, avec d'autres candidats, ça, c'est extrêmement difficile. Là. Ça, là, c'est vraiment une expérience vraiment unique. Puis également, une course à chefferie, on l'a vu on le voit là, avec le Parti libéral du Québec, là, mais c'est pas très de l'amour dans le sens que à la fin, c'est de vendre des cartes de membres. Puis souvent, les gens rentrent là en disant OK, là, c'est le temps des grandes politiques, puis les communications, puis les grandes entrevues, puis les débats. Ouais, mais à la fin, là, il y a une affaire à faire. C'est vendre des cartes de membres au plus de gens possible pour qu'à la fin de la course, ils votent pour ton cheval. C'est juste ça qui compte. Le reste, là, c'est de la tu sais, tu t'en fous un peu. Fait que c'est extrêmement difficile. Puis ça fait en sorte que faut que tu fasses, tu sais, avec les moyens du bord, là, tu sais, parce que ça marche juste avec tu sais, il
n'y a pas de subvention pour ça, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est pas le parti qui ramasse des sous, c'est chacun des candidats. Puis faut aller recruter des gens qui viennent d'un peu partout dans ton parti, puis tu veux des appuis. Au Canada, ça doit être particulier parce qu'au Québec, bon, on peut dire que ça se fait tout en auto, là, tu sais, tu peux te dire, mais ça doit être particulier. Ça prend des sous. De la grosse argent. Oh, là, ça prend de la grosse argent. Ça prend tu sais, en 2019, là, on parlait peut-être, ça te prend quoi? Ça te prend 1 million, 2 millions, tu sais, pour faire une campagne. Tu sais, tu peux faire une campagne à 200 000, mais tu sais, tu vas faire des tweets, puis tu vas faire des vidéos, là, tu sais, je veux dire, mais d'aller te déplacer, rencontrer les gens, puis faire le tour du pays, c'est énorme, là, tu sais, ce que ça prend, tu sais, en termes de... Puis même rendu à la campagne électorale, là, c'est des budgets qui sont, tu sais, 10 fois, 15 fois ça. Mais pour un candidat, un individu, quand tu es plusieurs candidats qui se battent pour avoir le poste, ça prend des ressources. Fait que c'est extrêmement demandant pour une équipe. Puis, tu sais, chaque candidat, même si c'est nouveau Canadien, qui était capable d'avoir sur un payroll, tu sais, d'être capable de rémunérer, c'est un petit groupe, là. T'es capable d'en mettre peut-être 7, 8, 9, 10. Ouais. Puis le reste, il faut être des bénévoles dans chacune des 338 circonscriptions au pays actuellement, puis d'avoir des organisations partout. Fait que c'est extrêmement demandant, là, pour... Est-ce que c'est pas un peu un des problèmes avec la politique, dans le sens que tu te ramasses avec juste des gens qui peuvent contribuer d'une façon si t'as de l'argent. Si t'as pas d'argent, t'as des bonnes idées, t'es un gars motivé, ça devient difficile de te présenter. Ouais, mais tu sais, on a quand même un modèle, autant ici au Québec, au Canada, qui fait en sorte que quelqu'un qui est pas fortuné, qui peut avoir accès, tu sais, au poste, là, tu sais, de député, de ministre, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tous des gens qui sont millionnaires. Ouais, c'est sûr que là, c'est par rapport à la chefferie, mais tu sais, dans le cas de élire les chefs. Même à la chefferie, tu sais, tu vas avoir souvent des gens qui sont déjà des députés ou qui sont ministres, qui se présentent, mais ils sont pas obligés d'être fortunés. Ils vont chercher, tu sais, chercher des contributions, puis les règles sont pas pareilles au provincial, au fédéral, mais avec des plafonds, tout ça. Mais ici au Québec, pour le Canada, c'est quand même accessible. Là. Plus qu'aux États-Unis. Plus qu'aux États-Unis. Tu es capable d'être accessible, c'est encadré, avec ses côtés plus encadré, avec ses côtés positifs et négatifs. Mais, tu sais, quelqu'un qui peut être député, puis peu importe il peut, avec un parti qui est élu, il n'est pas nécessairement obligé de mettre des gros sous pour gagner une investiture, autant d'être le candidat local, puis également à la chefferie, tu as le droit au chapitre, puis tu peux te lancer sans ramasser des sommes également astronomiques. Là. Ben, c'est sûr, après ça, tes chances de remporter sont peut-être moindres, mais c'est quand même assez accessible là, ici au Canada. Là. Écoute, merci. Merci à toi. C'était fascinant. Aussi pour ton autre livre, puis les médias, les gens qui veulent te suivre, si tu veux parler. Ouais, ben mon premier livre, c'est Confidence politique, qui est sorti en 2022. Là, il y a celui-là là, qui est sorti le 16 octobre 2024. Fait que le hockey mis en échec est encore partout dans les... Comment ça va jusqu'à date? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va très bien la réaction. J'ai fait une vingtaine d'entrevues de promotion. C'est sûr, quand tu parles de hockey au Québec, là, ça suscite... c'est sûr qu'il est dans ses premiers... C'est ça qui est... La relation avec un livre, c'est difficile quand même, hein, parce que, bon, t'as l'idée, t'as le début, il faut ta maison d'édition dise « OK, parfait, on avance ». Après ça, c'est OK, si je parle avec qui, les entrevues, tu fais les entrevues, tu mets tout ça, tu mets... C'est tout toi tout seul, d'une chance que c'est ton domaine, les relations publiques. Oui, vraiment. Mais là, tu sais, t'approches les gens, tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, on a le produit fini, là, tu sais, fait que tu comprends, OK, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas un gars de hockey, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est ça, tu t'es fait demander. Je me l'ai répété, là, la cassette, pourquoi je faisais ça, tu sais, un peu comme on a parlé ensemble en début de discussion, tu sais, fait que là, t'as comme pas le choix d'expliquer. Puis après ça, tu sais, moi, mon manuscrit, la première version, fait qu'avec l'ensemble des chapitres, là, le 250, tu sais, il y avait un temps du ménage qui se fait, là, pour que ça soit, plus précis. Mon manuscrit, il fallait que je le remette le 1er mars 2024. Et la veille, le 29 février, bon, en politique, Brian Mulroney décède. Fait que c'est une grosse nouvelle, tout ça. Fait que commande ça. Moi, je sortais de la joute à 5 heures, c'est sorti par après. Faire retourner un petit peu en ondes, jaser mes expériences avec M. Mulroney en politique. Puis là, dans la soirée, je me suis rendu compte que, OK, j'ai manqué ça. Jocelyn avait démissionné ce soir-là aussi.
Ah, c'est une grosse nouvelle pour le genre de livre. Ben oui, moi, il est un peu partout dans le chapitre, dans le livre. Il y a un chapitre juste sur lui, puis même on remonte quand il a été repêché, puis que c'est ses années juniors. Ouais. Là, après un aussi court parcours, c'est ça. Il a anguillé sur roche. C'est ça. Fait que là, moi, ça changeait même un peu la façon que je voyais que le hockey se replaçait, puis comment ça s'organisait. Puis là, ben, j'ai fait, oh... j'ai appelé mon éditrice le lendemain matin. J'ai dit, là, je vais t'envoyer une version. Mais déjà, en partant, il y a un chapitre complet à retravailler. Il y a d'autres places dans le livre où Jocelyn, je parle de... Ça peut influencer un petit peu. Ouais, mais il y a un chapitre vers la fin. Fait que là, je vais être, mais en même temps, j'ai dit à Jocelyn, t'es démissionné au bon moment parce que, tu sais, peut-être 3-4 mois plus tard, là, il me mettait vraiment là, tu sais, parce que la beauté, puis le défi en même temps avec un livre comme ça, c'est que, tu sais, je parle du junior majeur, le nombre de matchs qui a été réduit au cours des derniers mois, tu sais, fait que c'est très actuel, là, c'est pas les années tranquilles, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment actuel, mais, tu sais, en l'écrivant, même quand j'avais fini ma ronde d'entrevue, ça évoluait encore, tu sais, fait que c'est ça qui rend la beauté. Fait que là, à un moment donné, ça part en impression. À un moment donné, c'est sur les tablettes, t'en fais la promotion, l'édition comme on a ensemble actuellement. Mais après ça, le livre, il t'appartient plus. Là. Non, c'est ça. Là, c'est aux gens à l'apprécier, puis à le lire, puis à le commenter. Une version audiobook on va voir. Il y a différentes choses qui peuvent arriver avec le livre. On va voir comment les prochaines semaines. Mais tu sais, là, moi, je suis juste... Présentement, c'est de savourer ça, là, du moment où tu reçois les copies chez toi, puis là, tu vois le livre enfin assembler tout ça, du moment où tu fais la promotion, c'est sorti, c'est sur les tablettes, tu commences à recevoir des gens qui l'ont... Combien de temps écrire ça? C'est un 12 à 18 mois de... Ben, j'ai retardé un peu parce que moi, en juillet 2023, j'ai déménagé. J'étais à Gatineau, je suis allé à Québec. Fait que là, j'ai appelé mon éditrice, j'ai dit j'ai dit, je vais faire des boîtes. Avec la petite famille, tout ça. Fait que j'ai retardé un peu parce que normalement, le projet, c'était pour le printemps de 2024. Okay. Fin de l'hiver, printemps 2024. Fait qu'on l'a sorti à l'automne 2024. Mais tout le temps, le stress de voir, y a-t-il d'autres gens qui vont sortir des livres similaires, qui vont faire un peu ce portrait-là. Fait que c'est pas... mais c'est pour moi, et c'est mon deuxième. Quand j'ai écrit le premier, j'avais besoin d'un espèce de défi personnel. Il y a rien, puis même si j'ai fait de la nage longue distance, qui est extrêmement exigeant comme sport, il y a rien comme écrire un livre comme défi, là, ça demande une rigueur extraordinaire, là, d'être capable d'arriver dans les échéanciers, puis de suivre ça, puis de travailler chacune des virgules. Ça marche, tu donnes tu pitches ton idée à quelqu'un, puis tu t'écris après ou t'écris avant? Je veux dire, il y a différentes façons de le faire. Moi, dans les deux cas, j'ai pas écrit avant. En fait, j'avais une idée, un plan, tout ça, avec qui je vais jaser, avec qui je vais discuter, c'est quoi mes chapitres, c'est quoi la trame narrative. Souvent, il y en a qui écrivent puis qui envoient ça des maisons d'édition, puis après ça, ben ça marche ou ça marche pas. Dans mon cas, j'étais chanceux, on m'a donné comme le feu vert, puis après ça, j'ai écrit. Là. Parce que c'est quand même beaucoup d'heures, là, de dire je vais passer là-dessus. Puis aussi, ben, il y a aussi le plan que tu te fais au départ. Puis la réalité également quand tu fais les entrevues, parce que les gens t'amènent des fois dans des chemins, dans des avenues que tu n'avais pas pensé, qui fait en sorte que tu scrapes un chapitre, t'en rajoutes un, d'un intervenant, tu t'en vas à un autre. Moi, j'ai 20 intervenants dans le livre. Il y en a quelques-uns également que j'ai parlé, qui ne voulaient pas nécessairement être publiés, mais qui m'ont aidé à mûrir la réflexion. Puis il y en a qui ont décidé de décliner, puis ça, pour différentes raisons, puis ils ont le droit. Mais ça aussi, toutes ces discussions-là t'amènent également à changer un peu ton plan. Là. Fait que, pendant que tu écris, le livre se construit également, mais c'est intéressant quand tu arrives avec le produit fini. C'était vraiment intéressant. C'était le fun aussi. C'est sur le hockey, mais on se promène un petit peu. Là, il y a un peu de politique à travers ça. On parle de football, de soccer. Oui, il fallait voir ailleurs. C'est ça, je veux dire, je voulais également, pour avoir le meilleur portrait possible, il faut avoir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs également. Tu te rends compte que c'est en grattant un peu dans d'autres sports. Comme je parle à Gabriel Boisvert qui a fait de la natation artistique, tu te rends compte que c'est pas plus rose là-bas. Elle était allée avec l'équipe nationale à Montréal, elle s'est sentie comme une île déserte parce qu'il y a également un manque d'accompagnement, tout ça. Également, il y a des recours collectifs là-dedans avec les entraîneuses, avec les entraîneurs. Fait que tu te rends compte que c'est pas
c'est pas plus rose ailleurs, mais pour moi, c'était important. Si tu veux dresser une espèce de portrait, c'est sûr que si tu regardes juste ce qui se fait dans le hockey, puis tu penses que c'est ça, puis OK, mais là, en comparant, tu te rends compte que, OK, ouais, c'est pas plus rose non plus chez le voisin. Là. Mais malheureusement, je pense que je parlais tantôt, le hockey, le reflet d'une société. Mais c'est vrai aussi dans bien des domaines. Tu sais, on parle de tu sais, les trucs au hockey qui s'est passé, que ça n'a pas de bon sens. Mais dernièrement, on regarde dans le milieu artistique, là. Tu sais, je veux dire, artistique, dans nos écoles. Qui sortent, tu sais, comme des profs d'AD, puis toutes ces histoires-là qu'on entend, qu'on n'est pas trop sûr de comment ça marche, les histoires qu'il y a eu avec d'autres artistes québécois, d'autres humoristes, d'autres, tu sais, la scène artistique. Mais c'est partout, je veux dire. C'est ça, exact. J'ai parlé avec Sylvain Croteau, Sportaid, et Sylvain me disait, tu sais, il dit, nous, à notre ligne, puis je trouve que c'est un beau, tu sais, c'est vraiment une belle organisation. Sylvain et son équipe. Puis, tu sais, lui, il me disait, tu sais, oui, c'est sûr qu'on reçoit des appels qui touchent le hockey, c'est sûr, tu sais. Ben oui. Mais on reçoit des appels de gens qui pratiquent la pétanque dans des ligues seniors. Puis il y a des comportements. Oui, il me dit, il dit. Ah oui, c'est vrai, t'as ouais, il dit, il dit, tu sais, même la pétanque, là, des personnes, tu sais, peut-être de 60, 65 ans, là, puis ils nous appellent parce que ça marche pas dans leur ligue de pétanque. Qu'est-ce qui marche pas? Ils se font intimider? Oui, l'intimidation, des choses comme ça. C'est tout dépendamment, peut-être géométrie variable, puis tu sais, eux aussi, leur travail, c'est de faire un peu de ménage aussi là-dedans. Mais, tu sais, on les demande d'aide pour. Dans des ligues, tu sais, fait que tu dis c'est tous les sports, c'est tous les niveaux, c'est pas plus le compétitif que le récréatif, c'est partout. Puis tu sais, la société s'exprime dans le sport, puis malheureusement faut être prêt à le regarder, c'est ça que peut-être ça va pas bien. T'sais. Non, mais c'est certain que le hockey à la base, il y a beaucoup de choses qui pourrait être mieux fait. Tu sais, je pense que on fait plusieurs choses de bien, mais de par le fait qu'on a toujours été un peuple de hockey, c'est quand même notre sport national. Tu sais, t'en parles là-dedans. Je savais pas ça que c'était comme dans la loi, dans la loi là, au Canada, au fédéral. C'est comme, tu sais, j'ai toujours entendu c'est notre sport national comme ben oui ça va de soi le hockey, mais non, c'est notre sport national. C'est quand même ce qui fait en sorte. Mais ce qui fait en sorte, puis ça, je le dis dans ma conclusion, tu sais, je pense qu'on a un devoir collectif. Puis, c'est bien que d'autres sports évoluent puis que d'autres sports rayonnent. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie dans la natation là, après le hockey. Cependant, je pense qu'on a un devoir collectif plus grand envers le hockey pour ce que ça l'a apporté. Tu sais, à l'époque, puis plusieurs intervenants me l'ont dit, tu sais, il y avait quoi? Il y avait la religion, l'agriculture, puis le hockey. Si un touriste vient ici nous voir puis nous demande c'est qui vos héros, on va dire Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, puis peut-être René Lévesque. Fait qu'on a ce devoir-là. Ça veut pas dire de laisser d'autres places, mais il faut que le hockey, comme fédération, comme sport, soit un modèle aussi pour les autres fédérations, là, qui ont peut-être moins de participants, moins de commanditaires, moins de retombées. Mais si le hockey peut pas être la référence, on a un problème, tu sais. Non, c'est certain. Je pense que, comme tu dis, ça fait partie de nos mœurs. Faut en être fier, tu sais. Puis, je fais partie de ceux aussi, même si je suis moins impliqué dans le hockey, que je suis fier de ce que le hockey m'a apporté. Tu sais, comme, je serais pas ici aujourd'hui, peut-être qu'on serait rencontrés pour d'autres raisons, mais tu sais, là, je dois tout, en guillemets, au hockey, tu sais, de tout, qu'est-ce que, par quoi ça m'a... Dave Morissette, il me dit la même chose. Je dois tout au hockey, parce que c'était formateur. Exact. C'était positif. C'est super positif, puis des fois, c'est ce qui me fâchait au fil des dernières années avec différents commentaires, articles, puis tout ça. Je sentais je sens qu'il y a comme un peu pour certaines personnes, un plaisir. Tu sais, c'est comme si plus jeunes, ils s'étaient fait écœurer par des joueurs de hockey, puis là, ils sont encore fâchés. Là, fait que là, ils peuvent se venger sur les joueurs de hockey maintenant. Tu sais, puis je peux comprendre, là, mais tu sais, je trouve que il faut se reprendre en main, tu sais, le hockey, mais je pense aussi qu'il faut, comme tu disais, c'est le reflet d'une société, là, tu sais, il n'y a pas juste le hockey, tu sais, it's not all wrong. Tu sais, le hockey est pas mort, oui, on peut prendre, tu sais, es-tu aux soins intensifs, es-tu malade, ou, tu sais, comme le titre, es-tu mis en échec, mais justement, tu te relèves d'une mise en échec. Exact. Et c'est ça aussi le message de mon livre, c'est que le hockey va se remettre de ça. C'est des moments plus difficiles, mais je pense que
les astres sont bien alignés justement pour qu'on revienne là, à un sport plus sain, mais qui va rester compétitif, qui va rester notre fierté, qui va former des athlètes super intéressants, des gens qui vont contribuer positivement à la société québécoise. Mais il y avait comme une espèce de passage obligé, qu'on dépoussière un peu les pratiques, puis qu'on garde le bon, qui est vraiment positif, puis qu'on enlève les affaires qui viennent justement faire en sorte d'entacher notre sport. Là. Écoute, merci Marc-André. Merci Yannick, fun, un plaisir. On remet ça quand tu veux. Moi, je pourrais reparler des coulisses de la politique. Ah ouais, bon. Fait que merci. Moi aussi, bye-bye. Free audio post-production by alphonic.com